Good morning. Okay. Bonjour. Commençons. Je m'appelle John Lindon. Je suis directeur exécutif de ONMEP, l'Alliance pour la paix au Moyen-Orient. Nous sommes le réseau le plus important d'ONG en faveur de la paix israélo-palestinien. Nous faisons partie du comité d'organisation de l'événement d'aujourd'hui ainsi que d'autres partenaires de la société civile. Et nous souhaitons en fait convaincre la société civile, les ONG, d'aboutir à la paix entre Israël et la Palestine. Nous essayons d'avoir un impact plus important en travaillant ensemble. Et pour ce panel d'aujourd'hui, en fait, notre rôle est d'être un interface important sur le terrain entre les gouvernements du monde, les Palestiniens et les Israéliens. Nous pensons que la société civile, jusqu'à présent, n'a pas suffisamment participé à l'initiative diplomatique. Nous avons entendu dire ce matin qu'il y avait une nature symbiotique entre la diplomatie et la société civile. En fait, quand la société civile ne fait pas partie des mesures diplomatiques, eh bien, elle ne peut pas avoir son impact, elle ne peut pas transformer la situation sur le plan géopolitique et capter l'attention des citoyens. Et la diplomatie, à son tour, sans la société civile, paraît théorique et abstraite pour les Israéliens et les Palestiniens. Il leur semble que le dialogue a lieu très loin d'eux et parfois ils ne le comprennent pas et ils ne se retrouvent pas dans ce dialogue par rapport à leur vie quotidienne. Et c'est donc ce que nous essayons de faire depuis cette guerre dévastatrice à Gaza. Donc ce panel va aborder le rôle de la société civile dans le cadre diplomatique. C'est le cadre de cette conférence d'aujourd'hui. Je voudrais remercier les participants remarquables qui sont avec nous aujourd'hui. C'est un panel entièrement composé d'hommes. Ce n'était pas notre intention au départ, mais malheureusement, nous avons eu des problèmes logistiques au dernier moment hier et il y a des événements de nature géopolitique qui ont lieu. Et nous avons donc perdu en route deux merveilleuses intervenantes féminines de la société civile et de Palestine. Ce n'est pas l'idéal, mais je souhaiterais en tout cas que nous ayons vraiment, pendant la séance de questions-réponses, une grande participation. Tout d'abord, à ma gauche, Christophe Bigot. Nous avons de la chance d'avoir parmi nous l'ambassadeur Bigot qui vient d'être nommé représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient. Il est entré en fonction ce mois-ci. Il a une grande expérience de la région. C'est un ancien diplomate français au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il a été directeur de l'Afrique et de l'Offense indien pour le MEAE, directeur de la stratégie au service de renseignement extérieur de la France. Et entre 2009 et 2013, il a été ambassadeur de France dans l'État d'Israël. Il a travaillé également aux Nations Unies, à l'UNESCO et d'autres organisations internationales. Nous sommes également rejoints par Nigal Fouka et il dirige une organisation qui s'appelle la Coalition de Genève pour la paix en Palestine. Il est coprésident de la coalition Deux États. Il est à l'origine de l'initiative de Genève pour la coalition pour la paix qui implique des ONG israéliennes travaillant pour la solution deux États. Il a travaillé avec des réfugiés de Jérusalem et en faveur de la réconciliation. Il a été conseiller sur les questions économiques dans le cadre de l'accord entre les deux parties. L'ambassadeur Danny Shack nous rejoint très tard et donc sa bio n'est pas dans les documents distribués ce matin, mais je connais bien Danny qui a été ancienne ambassadeur d'Israël en France et qui a été membre du Beddin, qui est un think tank très important et qui comprend des organisations de la société civile. Il est également au conseil du Forum des familles pour les obstacles, qui est une organisation très importante qui essaye de faire revenir les otages de Gaza. Tani a été également intervenant invité au Forum Paris pour la paix. Yuda Lankri
président de la Chambre de commerce entre l'Israël et le Maroc, et parmi nous également entre un certain nombre d'années. Il a travaillé ici comme professeur en France, il a travaillé à la Knesset et en mars en 1992, il a été nommé ambassadeur ici en France avant Dany. Il a été député à la Knesset par la suite. C'est ce que l'on appelle le bon vieux temps. Et à la fin 99, il a été nommé représentant permanent d'Israël aux Nations Unies. Et pendant ces 3 dernières années, comme je l'ai dit, il est président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Israël et du Maroc. Je vous demanderai de les applaudir bien chaleureusement. Merci. Alors, Christophe, je vais tout d'abord me tourner vers vous parce que vous venez de prendre ce mois-ci vos fonctions pour essayer de résoudre la crise entre Israël et la Palestine, comme vos prédécesseurs. Et si l'on voit les événements des 24 heures, on voit que la situation est très dangereuse et explosive au Moyen-Orient, mais étant donné que vous avez été ambassadeur à Tel Aviv, pendant une autre période très difficile après l'opération Caslet en 2009, eh bien, je voudrais entendre vos réflexions. Est-ce que vous pensez que les choses ont changé? Est-ce que vous avez pu prendre du recul parce que vous étiez éloigné de la question plutôt que de réfléchir 24 heures sur 24, et vous avez un rôle particulier au sein de l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne peut jouer un rôle particulier et que pouvons-nous faire depuis ces derniers mois? Comme on est en France, au fond, pourquoi pas? La Malo, comme on dit à Tel Aviv ou ailleurs. Bon, d'abord, je voudrais quand même avoir une pensée pour tous les civils, israéliens et palestiniens, qui sont victimes de ce conflit. Je pense aux otages. J'étais allé voir le forum des otages avec Dany. Et vous savez, l'action que mène l'Union européenne pour plaider en faveur d'un cessez-le-feu, de la libération des otages et aussi bien sûr, à une distribution massive de l'aide humanitaire qui est tant nécessaire comme le désarmement du Hamas, si on veut arriver à une solution. S'agissant de ma propre expérience, je me rappelle cette époque, effectivement, 2009-2013, où il y avait encore un discours sur les 2 États, où il y avait des discussions timides, certes, mais qui étaient présentes. Il n'y avait pas... Donc en revenant d'Israël et de Ramallah, j'ai pu voir à quel point, y compris parmi les forces les plus favorables à la paix, il y avait une forme de désillusion ou de scepticisme, voire d'abandon de part et d'autre. Et donc je pense que c'est dans cette perspective-là qu'il est essentiel ici qu'on puisse faire prospérer l'idée de la paix et l'idée de 2 États. C'est aussi l'objet de l'action de l'Union européenne dans beaucoup de nombreuses directions. D'abord, je voudrais rappeler que l'Union européenne est un ami à la fois des Israéliens et des Palestiniens. Nous avons avec eux une relation intime, historique. Alors on peut prendre les chiffres, premier partenaire commercial d'Israël ou premier partenaire du développement de la Palestine. Mais on pourrait aussi prendre les affects, l'émotion, et on voit bien à quel point tout cela a une résonance en termes de politique intérieure. L'Union européenne donc, a développé des programmes spécifiques qui sont tout à fait dans l'esprit de la réunion d'aujourd'hui. Nous pensons qu'il faut un travail collectif. Il faut que la société civile s'empare de ce sujet, les narratifs soient mieux compris de part et d'autre, qu'il y ait aussi, je dirais, une forme de meilleure connaissance des histoires, d'où chacun vient. Je suis frappé du manque de fond, de lien entre les sociétés civiles. Cela peut se comprendre. Mais c'est vrai que c'est difficile, à partir de là, de construire quelque chose. Donc l'Union européenne a travaillé dans ce sens-là. Elle a préparé un projet de l'ordre de 18 millions d'euros qui vise justement à favoriser les liens entre les sociétés civiles et à favoriser ce qu'on appelle l'advocacy.
Au-delà de ce travail sur les sociétés civiles, il faut un travail évidemment collectif, c'est le travail des États, des organisations internationales. Je crois qu'il y a une opportunité là, puisqu'il y a à la fois, pour une fois, je dirais, la région et le monde qui sont un peu plus alignés que d'ordinaire, et donc essayons d'en profiter. L'Union européenne travaille sur la durée, j'en ai parlé avec le Premier ministre et avec le vice-président palestinien, sur le renforcement des capacités de l'État palestinien. Elle renforce avec un programme d'1,6 milliard les projets, elle apporte de l'aide budgétaire à l'autorité palestinienne, mais aussi à l'UNRWA. Elle fait aussi tout un travail qui, je crois, est très utile. Et là, je parle de la dimension multilatérale, dans 2 directions. L'une qu'on appelle l'Alliance globale, qui a pour objet de... C'est une alliance où on retrouve une centaine d'États. C'est un peu les prémices, je dirais, du sommet qui va se tenir à New York la semaine prochaine, qui est de faire vivre l'idée de 2 États, en la déclinant de manière très concrète, très pratique. Une autre initiative qui me semble intéressante qu'a prise l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle le Peace Day Effort. Alors ça peut paraître rhétorique ou théorique. Nous aurons une table ronde la semaine prochaine à New York sur ce sujet avec la Ligue arabe. C'est l'idée de projetons-nous dans l'idée de la paix. Quels seront les bénéfices de cette paix en termes d'intégration régionale, de commerce, de circulation des personnes, en termes de sécurité aussi. Pensons à cette architecture de sécurité régionale. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de mécanismes d'alerte, de non-agression, d'intégrité territoriale? Voyons et comment tout cela s'intègre dans un paysage qui est un paysage global. Pensons par exemple à l'IMEX, ce projet entre l'Inde, le Moyen-Orient et l'Europe. Ayons une vision beaucoup plus large. Le pacte méditerranéen, c'est aussi ça, son idée. Avoir une vision globale et qui permette à chacun, finalement, à la fois d'être rassuré sur sa sécurité et aussi de trouver un bénéfice économique global. Donc voilà quelques initiatives que prend l'Union européenne. L'Union européenne, c'est aussi des valeurs. Et sur le plan des valeurs, nous sommes sensibles, évidemment, à la question des droits. Le droit international humanitaire, les droits de l'homme. Nous avons, à ce titre, par exemple, sanctionné bien sûr, nous avons sanctionné le Hamas. Nous avons sanctionné le Hamas il y a très longtemps. Nous avons condamné le Hamas il y a très longtemps comme mouvement terroriste. Mais sur la période récente, nous avons aussi sanctionné des colons violents. Et nous continuerons à être extrêmement vigilants sur ces sujets. Il y a en cours ce qu'on appelle une revue de l'accord d'association Union européenne-Israël qui sera discutée dans les jours à venir et qui permettra de faire utilement le point sur tous ces sujets. Voilà, John, quelques indications. Merci, Christophe. And Nidal, turning to you. Nidal, à présent, je me tourne vers vous parce que depuis longtemps, au sein de votre organisation et individuellement, vous avez appelé à l'intervention et les organisations de la société civile ne cessent d'appeler au niveau international d'intervenir. Alors, les événements dévastateurs du 7 octobre et depuis sont intervenus et nous savons que depuis il y a eu des pics de violence, mais que cela ne dure pas toujours, que le monde change et que d'autres problématiques demandent notre attention. Que peut-on donc faire pour que la communauté internationale garde l'œil sur cette situation et reformuler des demandes claires en faveur d'une solution à 2 États? J'aimerais entendre votre perspective sur ces demandes que souhaite la communauté palestinienne, que souhaite la société civile et qu'attendez-vous du reste du monde et en particulier de la France et de l'Union européenne? Merci, John. Tout d'abord, je vais vous dire que je suis très heureux du travail réalisé par mes collègues, par notre secrétariat et par nos partenaires, par la France, par les représentants du Forum Paris pour la paix, de l'Élysée, du Quai d'Orsay. Mais je voudrais également vous remercier de votre générosité en nous donnant la possibilité de nous rencontrer ici en ce lieu.
Alors, c'est une initiative de la société civile qui a commencé il y a plus de 20 ans. Et nous sommes convaincus et en ligne avec les efforts de la communauté internationale dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Nous travaillons spécifiquement pour la mise en place de la solution à deux États. Et en tant qu'organisation qui mène une coalition de 30 ONG, la coalition en faveur de la solution à deux États, nous sommes convaincus que la communauté internationale peut faire beaucoup. L'Union européenne, bien entendu, mais également le reste de la communauté internationale. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce conflit sur la bande de Gaza et je pense que personne ne devrait accepter de tolérer ce conflit. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont perdu la vie en raison de cette guerre. Le sang continue de couler et ceci demande une position très ferme de la part de la communauté internationale. Les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies en particulier et la France en tant que membre de l'Union européenne peuvent prendre la direction de ces efforts au sein du Conseil de sécurité. Et l'initiative franco-saoudienne d'organiser une conférence la semaine prochaine sur cette question sera également un atout pour essayer de mettre fin au conflit. Malheureusement, ce qui s'est passé il y a maintenant une journée ne va pas dans le bon sens, mais cela n'affecte en rien notre engagement et dévouement afin d'essayer de mettre fin au conflit et de sauver des vies palestiniennes. La communauté internationale, la France, l'Union européenne peuvent adopter une position claire et ferme en faveur de la reconnaissance. Pour moi, en tant que représentant de la société civile, je souhaiterais que la France prenne la tête de ces efforts et il y aura automatiquement de nombreux pays européens qui suivront la France si elle reconnaît l'État palestinien rapidement. Il ne s'agira pas uniquement d'une position politique, mais également d'une reconnaissance morale. C'est la responsabilité morale de tous les pays du monde de reconnaître le droit des Palestiniens à disposer de leur propre État. La reconnaissance permettra également de répondre à nos aspirations, d'obtenir notre propre État à l'avenir. La reconnaissance, ce sera le premier pas pris par le monde entier pour essayer de surmonter cette politique du statu quo qu'Israël essaye d'imposer. Il y a eu récemment des mesures prises sur le terrain qui ont pour objectif de rendre la solution à deux États une mission impossible. Et il y a plusieurs ministres israéliens dont les efforts principaux, dont l'engagement se limite à transformer cette solution à des États en une mission ou ambition impossible. Jérusalem-Est, la vallée du Jourdain, etc. Toutes ces zones doivent faire l'objet d'une reconnaissance. Ce sera un pas en avant, une mesure visant à faire obstacle et mettre fin au rêve israélien de rendre impossible pour la Palestine de se doter de son propre État. Mais n'allons pas trop vite. On parle de la solution à deux États. La France
est leader avec l'appel pour la solution à deux États et la conférence des Nations Unies qui se tiendra à New York. Et la solution à deux États, en fait, pour l'instant, ne comprend qu'un État existant, tandis qu'un autre État n'a pas encore été créé. Donc la reconnaissance sera la meilleure façon de respecter cette promesse. Nous sommes ici en Europe. La Haye est tout près de nous, tout près de Paris. C'est le lieu du droit international. Et la communauté internationale doit respecter le droit international et tous les règlements, toutes les mesures en faveur de la Palestine. Le tribunal de La Haye a fait des recommandations sur l'occupation illégale d'Israël. Et ce tribunal a également émis d'autres jugements, d'autres décisions, et c'est aux pays européens de les respecter. Dernier point, la société civile. Eh bien, nous sommes toujours désireux et nous avons toujours la volonté d'utiliser au mieux nos ressources, capacités, engagements pour soutenir tout effort qui mènera, qui ouvrira la voie à de nouvelles négociations et à ce que les régions puissent se faire entendre, à ce que le régionalisme puisse se faire entendre. Il est possible d'utiliser les solutions en place. La France peut avoir recours à l'initiative de Genève. C'est le meilleur projet pour résoudre le conflit israélo-palestinien qui bénéficie également du soutien de nombreux pays dans le monde. Nous ne manquons pas de propositions. Ce qui nous fait défaut, c'est la volonté. Si la volonté se fait jour, eh bien, nous pourrons avancer. Et en dernier lieu, Christophe a évoqué les sanctions qui sont extrêmes et radicales. Je me rallie à votre avis. Les actions extrémistes dans notre région doivent être sanctionnées. Je veux dire que ceux qui violent le droit international sur les territoires palestiniens doivent être sanctionnés parce qu'ils sabotent l'avenir, ils sabotent la viabilité d'un État palestinien à l'avenir en créant une crise financière aujourd'hui, en Cisjordanie par exemple, en essayant d'attaquer le système financier palestinien, en jouant sur l'immunité du système financier israélien. Merci à vous tous. Merci, John. Danny, je me tourne vers vous. Alors, nous avons passé tous les deux beaucoup de temps en Europe pour expliquer Israël aux Européens. Et vous avez aussi souvent expliqué Israël, expliquer l'Europe aux Israéliens. Le rôle d'ambassadeur va dans les deux sens. Alors, quelles sont les priorités, la position de l'Union européenne? Moi, je suis... quand je me rends en Israël, j'ai vu que la position avait changé. Je sais que vous êtes très attaché à cette position. Est-ce que vous pensez que l'on peut vraiment parvenir à une solution à deux États? Merci, John. On devrait peut-être parler de réchauffement climatique, là, dans l'immédiat. Ça fait longtemps que j'ai laissé un service des affaires étrangères israélien il y a quelques années, mais
Je fais partie de ces petites minorités de diplomates israéliens qui croient à l'Europe. Depuis que moi et certains de mes collègues sommes partis, je ne sais même pas s'il en reste au sein du ministère des Affaires étrangères israélien. La société civile est très sensible à ces questions d'intervention étrangère. J'utilise un terme, et d'ailleurs pour moi, ce n'est pas une intervention étrangère, mais c'est comme ça que c'est présenté, c'est comme ça que c'est ressenti par beaucoup d'Israéliens. Mais ayant passé, comme vous l'avez dit, de nombreuses années à faire cela, à mon poste, et c'est 15 années au sein de la société civile, je suis convaincu à 100% que nous ne pouvons pas être efficaces sans une aide extérieure. Nous n'y arriverons pas. Et autre chose dont je suis certain, c'est qu'ils n'y arriveront pas sans nous. Donc la question, en l'occurrence, c'est de savoir comment trouver le bon dosage entre ce qui aide effectivement les initiatives internationales qui viennent en soutien et qui permettent de créer, si vous voulez, un cadre propice à des négociations, etc. Et ce qui pourrait être interprété comme de la coercition. Quand on commence à faire des choses que certains en Israël interprètent très rapidement comme de la coercition, de la pression internationale, vous voyez souvent les Israéliens se replier. Donc il faut trouver passer le curseur au bon endroit entre ce qui est vraiment utile et ce qui, à l'inverse, est contre-productif. Personnellement, j'aimerais que ce curseur soit plus proche du côté très interventionniste, mais je suis réaliste en même temps. Quand je regarde la société israélienne, je me rends bien compte que la bonne approche doit être prudente. Sur les organisations internationales, elles se sont montrées totalement inefficaces et je ne recommande pas, y compris je ne recommande pas à mes amis français, donc à vous, de donner à des organisations telles que l'ONU un rôle prépondérant parce que c'est quelque chose qui est vraiment inacceptable, pas seulement pour les Israéliens en fait, parce que ces organisations se sont montrées totalement inefficaces. La Dream Team pour l'implication internationale, c'est une Dream Team transatlantique, ça c'est certain. Quand l'Europe et les États-Unis travaillent ensemble, ça a un véritable impact. Bon, on n'en est pas là, malheureusement, mais qui sait. Et un petit mot sur la société civile, parce que nous sommes ici avec des organisations de la société civile. Et puis, John, vous représentez l'une des organisations de la société civile les plus utiles, les plus impliquées, les plus persévérantes dans la région. Mais je tenais simplement à dire la chose suivante. Pendant que nos dirigeants sont occupés à se tourner le dos les uns aux autres et à se crier les uns sur les autres à travers les médias, un dernier homme politique israélien à avoir cherché vraiment le dialogue avec les Palestiniens est assis devant moi et ça commence à remonter. Et donc pendant qu'ils sont occupés à se crier, à s'insulter les uns les autres, ce sont des gens comme vous réunis dans cette salle qui permettaient de garder le contact. Et je ne suis pas religieux, mais je dirais que c'est une mission sacrée que de maintenir ce dialogue ouvert, parce que j'ai toujours cru que les sociétés civiles étaient beaucoup plus mûres pour un accord que les dirigeants. Et donc, si vous voulez, la clé de tout cela, c'est le courage politique et le leadership politique. La solution à 2 États,
Combien de fois avons-nous ou n'avons-nous pas entendu les Israéliens, les Palestiniens dire «Ah, écoutez, ça a déjà été essayé, ça n'a pas fonctionné». Combien de fois n'avez-vous pas entendu les Israéliens, les Palestiniens dire cela de la guerre? La guerre, on a essayé aussi, ça ne marche pas. Ça vous est déjà arrivé? Avez-vous déjà entendu ce discours? Donc ce que je vous dis, c'est que le dialogue et la solution à 2 États peuvent avoir échoué 2 fois, 4 fois, 5 fois, 15 fois. Peu importe, c'est la voie à rechercher, à suivre, car c'est le seul résultat viable. Et donc, depuis cette tribune, je tiens à remercier le président de la République française, M. Emmanuel Macron, pour son initiative. C'est une bonne initiative, c'est la bonne initiative. Elle est courageuse, elle est ambitieuse. Et comme c'est souvent le cas dans la diplomatie, plus on est ambitieux et plus il est probable que l'on réussisse plutôt que de se contenter de pacifier la frontière. J'ai passé quasiment les 2 dernières années à travailler auprès des familles des otages. Et donc, permettez-moi de dire une chose. Et peut-être que vous trouverez cela ça naïf, mais la libération de tous les otages qui restent, c'est vraiment la clé de tout le reste. Ce sera l'effet papillon. Et c'est pas parce qu'ils sont israéliens, c'est parce que ce sera la clé de la fin de la guerre, de la fin des souffrances de mes amis palestiniens, et ce sera la clé pour commencer à reconstruire Gaza, etc., jusqu'à la paix régionale. Ça peut sembler être une petite pièce du puzzle, mais on ne pourra pas faire ce puzzle sans cette pièce. Merci, Dani. Yehuda, je me tourne vers vous et je rebondis sur ce que vient d'être dit. J'entends parler souvent les diplomates européens de leur réunion avec des ministres israéliens ou des membres de la Knesset et qui désespèrent de plus en plus de la distance entre, si vous voulez, la discussion qui a lieu, disons, dans le reste du monde sur le conflit israélo-palestinien et les conversations très déboussolantes qui se font en Israël. Avec, si vous voulez, un biais très à droite pour simplifier les choses, beaucoup plus qu'ailleurs dans le monde. L'interaction entre la société civile, qui est si importante pour faire changer les choses en Israël, et pour rebondir sur ce que disait Dani, ce qui pourrait se faire pour catalyser un vrai changement, transformer vraiment les choses, et d'autre part, la communauté internationale, qui parfois peut être aidante et pousser les choses dans le bon sens, mais parfois peut être contre-productive, être utilisée par l'extrême droite pour radicaliser la population, pour leur dire que les interventions extérieures sont contre leurs intérêts. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer un hybride d'associations internationales et de politique internationale pour faire un peu bouger les choses qui sont tellement bloquées aujourd'hui? Merci. Vous m'avez parlé anglais comme si j'étais moi-même locuteur d'anglais. Je me souviens, une occasion, le Conseil de sécurité, mon ami ministre El Credois, qui était représentant permanent de la Palestine aux Nations Unies, avait affirmé que l'ambassadeur israélien avait un bon français. Et en fait, parce que son français était meilleur que son anglais. Et il avait raison à l'époque, et vous avez encore raison aujourd'hui, Nassar. Et donc, j'aurais voulu me saisir de la possibilité qui m'est donnée de vous souhaiter la bienvenue, de souhaiter la bienvenue au Premier ministre Ehud Olmert et à son épouse Elisa, également à cette nouvelle étoile reality show israélien. Notre terre d'accueil. Et
dire deux mots de la reconnaissance mutuelle. Je pense que c'est l'un des sujets qui... Dire deux mots de la reconnaissance mutuelle. Non. Parlez fort, plus fort. Tu dois Quand... parler un peu plus fort. Un peu plus fort. Bon. J'espère que je n'aurai plus d'écho parce que ça me revenait. Il faut enlever ça. Ouais. Pas besoin de traduction. Oui, il était question que l'on discute ce matin de la reconnaissance mutuelle, et de la manière dont il faut l'approfondir. Je ne vais pas me situer hors sujet, mais juste ouvrir une parenthèse, parce que j'ai toujours considéré depuis les accords d'Oslo que la reconnaissance mutuelle entre Palestiniens et Israéliens constitue un tournant historique. D'ailleurs, cette notion avait émergé peu de temps avant la signature des accords d'Oslo, grâce à un des sages du siècle dernier, le président François Mitterrand, qui l'avait formulé dans son discours à la Knesset lorsqu'il avait visité Israël pour la première fois. Il avait recommandé à Begin, homme de droite par excellence, mais faiseur de paix par excellence aussi, d'adopter le dialogue direct avec l'OLP en contractant deux fondements, la reconnaissance mutuelle et la fin de la violence sous toutes ses formes. Je considère que c'est l'un des aspects fondamentaux des accords d'Oslo. Fondamental à tel point qu'il enracine dans une région d'irréversibilité le dialogue même ou la possibilité de dialogue entre Israël et les Palestiniens, malgré le chaos, les ruptures très violentes, les guerres. La reconnaissance mutuelle est là comme force motrice qui nous permet de nous retrouver. Donc je pense qu'il faut rendre hommage d'abord aux concepteurs des années 93, Rabin, Shimon Peres, Yasser Arafat, Abu Mazen also was there. Et essayer de renforcer à travers la société civile, qui est l'incarnation de la reconnaissance mutuelle. C'est le moteur essentiel. Cette reconnaissance dans tous ses aspects, il faut qu'elle émerge sur la connaissance mutuelle. Après la reconnaissance qui est un acte politique, mais qui a valeur philosophique, parce que c'est une reconnaissance qui met fin non seulement à une méconnaissance, mais à une négation mutuelle d'un siècle, de 1882, l'arrivée de la première vague de pionniers qui venaient de l'Europe de l'Est en Israël, jusqu'en 1993, lors de la signature des accords d'Oslo. Donc il y a là un rôle moteur pour la société civile, et l'un de ces grands artistes, à la fois trouvère et troubadour, c'est Ofer Bornstein, qui depuis 4 ou 5 décennies s'est consacré à la paix en Israël et en Palestine. Il détient d'ailleurs la citoyenneté palestinienne, donc c'est un Palestinien aussi, qui nous fait vivre des moments tout à fait uniques et exaltants en matière de paix. Je considère que nous devons effectivement attribuer à l'initiative civile toute l'importance qu'elle mérite. Je citais tout à l'heure cette nouvelle star, Samer, qui s'adresse aux Israéliens dans un langage nouveau. Michel Butor, mon écrivain préféré, disait « Changez de langage, vous changerez la vie ». La poésie notamment étant l'hygiène du langage. Alors, Samer, quand il s'adresse, après ses expéditions avec Nasser el-Qidwa et Ehud Olmert, qui sont maintenant vraiment les trouvères et les troubadours de la paix, ils le font sur plusieurs scènes internationales, et qu'il dit aux Israéliens,
Écoutez, il n'y a pas de problème, vous étiez là il y a 3000 ans. Ça n'est pas si simple, hein, Christophe, la connaissance de l'histoire des uns et des autres. Ça n'est pas si simple parce que j'en ai fait l'expérience ici. J'avais pour partenaire palestinienne à l'époque Laila Chaïd, que vous connaissez très bien. Et lorsqu'on avait évoqué dans une émission commune les 3000 ans de Jérusalem et le roi David, elle m'a apostrophé en me disant: que racontez-vous, monsieur l'ambassadeur? Tout cela, ce sont des mythes. Et lorsque sa mère dit aux Israéliens: vous étiez bien là il y a 3000 ans, mais simplement souvenez-vous, et je trouve ça puissamment original, il y avait d'autres avec vous. Il y avait des Palestiniens aussi avec vous entre les différentes peuplades. Vous n'étiez pas seuls. Si on arrive à intérioriser ce phénomène, c'est-à-dire partir vers la connaissance de l'autre, la connaissance approfondie, intime, par le biais du vecteur culturel, entre autres, ce qu'on doit développer entre les sociétés civiles israéliennes et palestiniennes, et là, l'Europe a un grand rôle à jouer. Je pense que nous arriverons à déblayer le chemin qui s'encombre, même après des années de dialogue, de difficultés, voire d'obstacles infranchissables. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que au sein de la société civile, il peut y avoir effectivement, on a évoqué l'initiative de Genève. On vient de parler de notre ami Samer qui fait un travail tout à fait formidable. Je voudrais féliciter Nasser El-Kidwa de l'avoir choisi comme collaborateur, Ehud. Ce qu'on peut évidemment faire, c'est multiplier ces initiatives de sorte que de cette base qui est la société civile puisse s'élever à la fois la voix et le visage, l'incarnation de ce que j'appelais tout à l'heure la connaissance mutuelle, mais au niveau même politique d'une possible entente entre Israéliens et Palestiniens. Moi, je ne désespère pas personnellement de la perspective des deux États. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici. Je sais que ça n'est pas très populaire dans les milieux israéliens actuels, de la coalition actuelle, cette coalition du chaos. Mais il faut effectivement pouvoir s'articuler sur des initiatives de ce type pour essayer de décupler les voix qui sont pour un entendement durable entre Palestiniens et Israéliens. Il ne faut pas désespérer, la route est longue. Je me souviens vous me permettrez de faire cette petite digression, de la discussion avec ce sage président du siècle dernier, François Mitterrand, lorsque je lui avais remis mes lettres de créance, et qui me disait ceci: vous savez, ici en France, ça ne va pas plaire peut-être à Nasser, mais on le dira. En France, on appelle les territoires occupés. Moi, je préfère, Mitterrand, la notion de territoire disputé, parce que je reconnais qu'historiquement, c'est le bercail de votre peuple, de votre naissance. Mais vous avez, à l'époque, c'était 2,5 millions de Palestiniens. Ça n'est pas à moi de dessiner les frontières définitives entre vous et les Palestiniens, mais entendez-vous trouver un accord. Et je pense qu'il y a quelque chose de très pertinent dans ce Conseil. Il va falloir que nous trouvions un accord. Ce sont les parties contractantes d'abord qui doivent le faire, mais avec l'aide d'acteurs internationaux. Je dis acteurs parce que la communauté internationale, c'est un peu problématique. Nous lui sommes redevables, nous, Israéliens, puisqu'elle nous a mis au monde le 29 novembre 1947 avec l'État arabe. À l'époque, c'était l'État juif, il n'avait pas encore le nom d'Israël, et l'État arabe qui n'avait pas encore le nom de Palestine, mais il y a eu la résolution du partage, la partition.
Donc nous sommes redevables historiquement, éternellement, à la communauté internationale, même si d'aucuns jugent cette communauté comme étant un tribunal international et non pas une communauté internationale. Mais je parle d'acteurs internationaux. Il peut se trouver soit des individus extrêmement originaux, comme ce fut le cas lors du traité de traité de paix Égypte-Israël avec le roi Hassan II du Maroc. Vous comprendrez, je suis marocain de naissance, donc je lui dois quelque chose, qui a été d'une inspiration certaine lors des travaux d'approche de ce projet de paix. Sur le plan étatique, il me semble que l'initiative de la Ligue arabe de mars 2002 est peut-être, à côté de celle de Genève, l'une des plus valides qui puisse permettre un débouché vers une entente israélo-palestinienne. Je sais que le président Mahmoud Abbas présente cette initiative à chaque occasion qu'on le rencontre, ou que des leaders internationaux le rencontrent. Je sais que du côté israélien, ça n'a pas soulevé une adhésion spontanée. Je tiens le mot du ministre marocain des Affaires étrangères, Mohamed Ben Aïssa, qui m'avait rapporté la discussion de Beyrouth de Sa Majesté Mohamed VI avec le Premier ministre Ariel Sharon à l'époque. Et Sharon lui disait cette initiative est un pas dans le bon sens, mais comment pourrais-je la faire valoir au moment où des autobus explosent, c'était les attentats suicides à l'époque, au cœur des grandes cités d'Israël. Shimon Peres est allé un peu plus loin en indiquant que c'était un pas très positif. Et je pense qu'elle est toujours valable. Il y a évidemment maintenant en cours les idées de Olmert et de Kedwa qui doivent, à mon sens, constituer une réponse à la violence à Gaza. Elles peuvent effectivement fournir une solution valable et permettre de se projeter vers l'avenir. Une petite confidence qui me lie à Ehud Olmert. Je lui avais présenté à pied levé à la Knesset, il était à ce moment-là ministre du Commerce et de l'Industrie, si je puis dire, mon plan de paix, qui préconisait le retrait israélien de tous les territoires et même la cession, ce sera la dernière remarque, la cession des implantations israéliennes au bénéfice des Palestiniens comme geste de bonne volonté. Parce que les Palestiniens considèrent, à juste titre, que l'implantation, la colonie est encore pire que le soldat israélien. C'est ce que nous disait notre ami Barghouti. Vous nous avez vaincus avec vos implantations. Donc il faudra trouver le remède. Et je disais à Ehud, je lui présentais rapidement ce plan, je lui disais que ça serait aussi, sur le plan symbolique, une forme de guérison de la mémoire des deux peuples. Alors il a trouvé ça un peu poétique. Il m'a dit, Yehuda, ça prendra encore 25 ans. Mais enfin, c'est toujours quelque chose qu'on peut mettre en œuvre. Merci beaucoup. Merci, Yehuda. We have a little bit of time for questions. Il reste un tout petit peu de temps pour les questions de la salle, notamment les dames de la salle, mais aussi les voix de la région. Je vois 3 questions que j'aimerais que nous entendions. And Tahani as well. Thank you. Et Tahani également. Merci. Sans micro. First of all, I want to thank for this Tout d'abord, merci pour cette conférence. Elle est très importante organization. pour les organisations de la société civile. Il n'y a pas de femmes sur scène, mais il y a beaucoup de femmes dans le domaine de la paix. Nous le voyons ici.
Je voulais poser une question à Monsieur Bigot. Est-ce que les femmes ont un rôle important dans vos travaux? Et nous disons que les femmes devraient faire partie de la construction de la paix et de la prise de décision dans le domaine. Merci. Merci. Nous pouvons peut-être entendre toutes les questions et ensuite demander de brèves réponses à nos panélistes. Allez-y. Salam alaikum. مواطنة إسرائيلية. Moi, je suis citoyenne israélienne. C'est vrai ce qu'on a dit. Les femmes, elles nous aident à faire la paix. Et je voulais vous demander justement où sont les femmes, déjà, d'une part. C'est ma première question. Ma deuxième question, une fois que nous aurons résolu le problème, nous devrons entendre les récits de ceux qui souffrent au sein de la population. Nous avons tout respect pour vous, les dirigeants, mais vous n'avez pas écouté les malades, vous n'avez pas écouté la personne qui souffre au quotidien votre travail. Nous vous en remercions, évidemment, mais malheureusement, vous ne nous avez pas écoutés. Je voulais vous dire que nous sommes des gens qui résolvent les problèmes entre Palestiniens, Arabes, Juifs. Vous parlez tous arabe et vous avez des interprètes. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas votre propre langue? Si j'oblitère ma langue, comment puis-je exister? Ma langue, c'est mon identité. Nous ne devons pas oublier d'entendre ceux qui souffrent au quotidien. Vous devez écouter et comprendre leur culture pour pouvoir contribuer à la solution. Merci. Il reste des questions? Je suis du groupe de travail politique. Ce n'est pas vraiment une question, ce sont plutôt des commentaires, des réactions à ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous voulez entendre la voix de la société civile. Eh bien, la voici. Je représente pas mal de gens, je crois. D'abord, nous avons entendu M. Bigot nous parler de l'architecture, des bénéfices, du narratif, du discours, de l'avenir de la paix. Et avec mes cheveux blancs, ça m'a ramené à l'époque du processus d'Oslo. Les mêmes mots, les mêmes idées, le même processus. Il y a beaucoup de gens, heureusement, nous avons beaucoup de jeunes ici qui sont nés après Oslo. Il y a quasiment un quart de siècle qui s'est écoulé depuis Oslo. Vous ne pouvez plus nous parler de vision de la paix. Il faut faire la paix concrètement maintenant. Nadal, vous avez dit où est la volonté? Il n'y a pas de volonté du point de vue du côté du gouvernement israélien. Le monde doit en tenir compte, l'Europe doit le reconnaître. Cette volonté n'existe pas. Le gouvernement israélien veut la paix, mais sa vision de la paix, c'est quelque part entre le deal du siècle du président Trump et l'épuration ethnique des Palestiniens dans la région. Donc, si vous ne pouvez pas rester à attendre les bras croisés que les Israéliens fassent leur paix. L'ambassadeur Sheikh a parlé de la prudence. Il faut arrêter de traiter le gouvernement israélien. Et moi, je suis israélienne, j'y vis, je paie le prix de ce qui se passe, mes enfants, mes petits-enfants. J'ai une petite fille qui est dans l'armée, donc si vous voulez, je ne parle pas de l'étranger. J'y suis et je paie le prix de ce qui se passe. Mais quand les voix se taisent et qu'on est prudent, comme vous dites, ça fait naître le type de discours qu'on entendait sur la gestion du conflit. Qu'est-ce qui se passe pour la population palestinienne? C'est que tout le monde finalement finit par s'habituer. Donc il faut avoir des mots très fermes. Hein. Et vous avez parlé également de la reconnaissance mutuelle. À Oslo, il n'y a pas eu
Je le signale de reconnaissance mutuelle, l'OLP, en tant que représentant des Palestiniens, a reconnu l'État d'Israël et le Premier ministre Yitzhak Rabin a reconnu l'OLP. Il n'a pas reconnu l'État de Palestine. Il n'y a pas d'État palestinien qui apparaisse, qui figure dans les accords d'Oslo. Or, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est ce dont on a besoin à New York. On a eu assez de voies, de chemins, que sais-je encore. Maintenant, ce qu'il faut, c'est une reconnaissance et c'est ça qu'on attend à New York la semaine prochaine. Merci. Une question de Tahani. Est-ce que je peux parler en arabe? Est-ce que je peux parler en arabe? Because I'm in France, I have to speak French, but I didn't speak. Maybe I'm coming here not to build, not for peace, and not for two-state solution. Because I'm Tahani Abu Dagga, I was working for 40 years for peace and two-state solution. In the end, in 2000... Ça fait 30 ans que je travaille pour cette solution de paix. En 2023, je trouvais en Égypte de façon illégale, clandestine, après tout ce travail. Moi, je viens ici pour dire aux autres que nous devons travailler ensemble pour arrêter la guerre maintenant. Nous pouvons, des abeilles pendant que il y a la guerre, pendant que des milliers de Palestiniens sont tués, et que toute infrastructure de Gaza. Comment peut-on parler de la paix? Ça me fait honte d'entendre parler de la paix dans des circonstances. Pour ce qui est de l'ambassadeur, vous savez que parfois... Parfois, lorsque j'entends des personnes qui parlent de deux peuples de façon différente, ça me fait mal. Et les gens ne nous traitent pas comme des êtres humains. Je considère que les Européens et l'Union européenne sont les plus en pointe en termes de civilisation, qui respectent les droits de l'homme, qui respectent les êtres humains. Mais les autres, et en fait, cette guerre me laisse penser que je ne voyais pas correctement les choses. Donc, je voudrais revenir à ce qu'a dit l'ambassadeur. Donc, vous avez parlé du forum des otages. Ça, c'est un bon travail. Et donc, si je peux aller en Israël, j'irai voir les familles des otages, je pleurerai avec eux parce que je suis une mère et je souffle aussi. Mais l'ambassadeur n'a pas dit « je suis allé voir les prisonniers palestiniens qui ont été, ou les personnes qui ont été enlevées par Israël à Gaza, les hommes et les femmes et les enfants qui sont dans les prisons, qui sont torturés, qui sont parfois violés. Est-ce que vous avez pensé à eux, monsieur l'ambassadeur, ou est-ce que vous avez uniquement pensé à tous ceux du côté du plus fort pour aller visiter le forum des otages? Deuxième point, vous avez parlé du désarmement du Hamas. Je suis avec vous à 100%. Le Hamas a utilisé ses armes contre des civils et il faut désarmer le Hamas. Il faut condamner le Hamas, il faut boycotter le Hamas. Mais qu'en est-il des armes des colons qui tous les jours tuent des Palestiniens, qui confisquent leurs maisons, qui détruisent leur culture? Qu'en est-il des armes des colons? Vous en avez parlé, vous n'en avez pas parlé, monsieur l'ambassadeur. Vous avez parlé des armes venant de France, du Royaume-Uni, d'Allemagne et des États-Unis qui servent à tuer les Palestiniens, les femmes palestiniennes, les enfants palestiniens. Des milliers de Palestiniens meurent tous les jours à cause de ces armes. Qu'en pensez-vous? Le droit international a été ignoré et totalement dépassé. La 4e convention de Genève, toutes les lois internationales
international en matière de droit humanitaire et veut nous ramener à la loi de la jungle. Si Israël ne respecte pas le droit international et si on ne s'oppose pas à ce gouvernement israélien et si on ne le sanctionne pas, alors vous tous, pas uniquement Israël et pas uniquement la France, mais n'importe qui pourrait être victime d'un État voisin plus fort et il n'y aurait rien à faire à ce sujet. Merci beaucoup. Je crois qu'il va falloir conclure. Malheureusement, je vais demander aux membres du panel de réagir rapidement, mais si nous avions plus de temps, nous pourrions parler d'autres choses. Mais vous voyez l'importance de l'intégration de la société civile et de son rôle. Il y a beaucoup d'idées qui sont émises et je vais demander maintenant aux membres du panel de réagir rapidement. Vous pouvez choisir toute remarque que vous avez pu entendre de la bouche du public. Christophe. Ah bon, je vais prendre les questions dans l'ordre. Pour les femmes, c'est une excellente idée et je dois rendre hommage à mon prédécesseur, Sven Koopmans, qui a lancé, il y a, je crois, déjà 2 ou 3 ans, un conseil des femmes pour la paix et qui est l'occasion de faire en sorte d'écouter leurs témoignages et aussi de prendre en compte leurs initiatives et leurs actions. Donc il y a un conseil spécifiquement dédié au rôle des femmes dans l'action de l'Union européenne pour la paix. Ensuite, deuxième question qui était sur l'architecture régionale. Vous savez, moi je suis un peu âgé, donc je partage votre sentiment de déjà-vu, votre sentiment sans doute de comment pourrait-on dire, une espèce de fatalisme peut-être ou de déception. Mais l'architecture de sécurité régionale, ça me semble extrêmement important aujourd'hui parce que c'est bâtir sur l'accord sur l'API, c'est-à-dire l'initiative arabe de paix, qui me semble-t-il est un élément très important. C'est bâtir aussi sur la volonté d'un certain nombre d'États du Golfe qui souhaitent aujourd'hui jouer un rôle central. On le voit dans l'initiative à New York qui est franco-saoudienne. C'est aussi faire en sorte qu'il y ait une vision qui ne soit pas... Il faut combiner, je dirais, pour faire arriver à la paix, à la fois le volet israélo-palestinien. Seuls les Israéliens et les Palestiniens sont en mesure de faire les sacrifices qu'exige la paix et de la vendre à leur population. Mais pour le faire, ils doivent être aidés par la communauté internationale, ils doivent être aidés aussi par la région. Et je pense, de ce point de vue-là, il serait normal que cette région, comme toutes les autres régions du monde, dispose d'un organe d'architecture régionale qui permette de faciliter ces garanties. Enfin, troisième élément, peut-être que je n'ai pas été bien entendu, puisque j'ai l'impression qu'il y avait vous vouliez faire une différence entre les people et les individuals. Mon propos concernait à la fois les individus et les peuples israéliens et palestiniens. Je suis effectivement allé voir le Forum des otages parce qu'il me semble que, comme Dany l'a dit, le début, c'est le 7 octobre. La libération des otages permettrait enfin d'enclencher une nouvelle étape où nous pourrions enfin parler de paix et d'horizon au lieu de parler des tragédies que les Israéliens et les Palestiniens vivent aujourd'hui. Enfin, vous avez parlé, je crois, de désarmement. Oui, j'ai parlé du désarmement du Hamas, mais là encore, je ne sais pas si la traduction vous est arrivée. J'ai aussi parlé des colons violents et des sanctions que l'Union européenne avait prises à leur égard. Merci. Merci, Christophe. I'm being told that we're really up against time. Alors, on me dit que nous n'avons vraiment plus de temps, donc je vais demander aux 3 autres membres du panel de répondre vraiment rapidement, puisque nous avons commencé un petit peu en retard ce matin. Désolé, quelques mots simplement pour répondre aux remarquables questions posées. Nidal. Alors, je crois que dans une certaine mesure, nous faisons appel et nous comptons sur la communauté internationale, ce qui est nécessaire et légitime. Mais si aucun des 2 partis ne souhaite suivre et adopter la voie de la paix, tous les efforts seront inutiles. Le monde entier peut continuer de faire une tentative en ce sens. Mais si Israël n'a pas la volonté à court terme d'accepter une solution,
En fait, il faut s'attendre à d'autres manifestations de violence et d'autres conflits. C'est ça qu'il est important de comprendre. Et je pense que les États-Unis ont une double responsabilité en ce qui concerne la position d'Israël. Je voudrais dire un mot tout de même sur la question des femmes qui a été soulevée 2 fois. Alors, je fais partie du secrétariat. Il y aura une séance pendant la journée qui sera complètement dédiée aux femmes. Et ces femmes pourront s'exprimer. Je vous remercie. Very quickly on Très rapidement, je voudrais réagir sur 2 points. Sur la reconnaissance, tout d'abord, je suis bien entendu en faveur de la reconnaissance, ça ne me pose aucune difficulté, mais je fais partie de ceux qui pensent que reconnaître un État palestinien virtuel est encore une mesure symbolique finalement et que l'on donne trop d'importance au sens qu'aurait ce geste. Je suis d'accord avec mes amis israéliens, mes concitoyens. Le premier pays qui aurait dû reconnaître la Palestine, c'est Israël. C'est dans son intérêt. Cela aurait donné une responsabilité aux Palestiniens, mais ça ne s'est pas produit. Et dernier point à l'intention de mon cher ami militant de la paix. Vous pouvez obliger Israël à cesser la guerre et j'espère que la communauté internationale le fera. Mais vous ne pouvez pas obliger malheureusement Israël à faire la paix. Eh bien, vous aurez le dernier mot. Rapidement, je voudrais dire à Madame qu'il nous faut écouter la souffrance aussi bien des Palestiniens que celle des Israéliens, évidemment. Nos leaders ne sont pas toujours très disponibles dans cette dimension. Nous avons vu, par exemple, s'agissant des otages, comment le président américain Trump a été si proche et à l'écoute des otages libérés, alors que notre Premier ministre semble distant et qu'il a encore une grande distance à parcourir par rapport aux familles des otages. Mais c'est un point juste. Il nous faut ouvrir notre conscience à cet appel. Je suis d'accord avec vous, Madame, pour dire que la reconnaissance mutuelle, ce facteur tellement important des accords d'Oslo, a été signé entre Israël et l'OLP. Et il doit concerner les peuples. Mais c'est déjà un grand pas en avant, parce qu'il vient après une négation mutuelle de 100 ans. C'est déjà significatif et il faut aller plus loin. Nous sommes ici pour dire que l'État palestinien doit exister aux côtés de l'État d'Israël et il est grand temps qu'il vienne à son existence. Que la reconnaissance de la France puisse contribuer à ce cheminement, c'est important. Mais encore une fois, il y a beaucoup de symbolique dans l'acte, mais le symbolique est important aussi. Enfin, dernière remarque à Madame qui nous vient d'Égypte et qui est d'accord complètement avec l'exigence de désarmer le Hamas. Parce que, chers amis, le Hamas ne veut aucunement la création de l'État palestinien. Ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est l'extermination de l'État d'Israël. C'est ce qu'il a tenté. C'est la dislocation de l'État d'Israël. Et là-dessus, nos amis du groupe Olmert-El-Kidwa sont très clairs. Le Hamas doit cesser d'exister sur le plan militaire et administratif à Gaza. Il faut qu'il y ait une nouvelle équipe. Quand j'entends une Égyptienne me le dire, ça me réconforte. Parce qu'il y a quelques mois, c'était le chef de la diplomatie, l'ancien chef de la diplomatie égyptienne qui disait « C'est un acte de résistance. La razzia du Hamas du 7 octobre est un acte de résistance. » Auquel cas, j'ai dit, c'est que vous réellement désacralisez la résistance, surtout lorsqu'on l'entend dans la perspective ou le passé français. Et si vous faites du Hamas des résistants, c'est que vous fourvoyez complètement.
Wonderful. Merci, Yehuda. Can I get a round of applause, please, for... Eh bien, je vais vous demander d'applaudir très chaleureusement nos remarquables membres du panel. Merci d'avoir assisté à cette séance. Il va y avoir ensuite une pause café et ensuite certaines des remarques faites ici vont être formalisées dans les recommandations avant la conférence aux Nations Unies. Donc, ne ratez pas ces tables rondes qui vont se poursuivre toute la journée. Merci.